Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes philosophe, écrivain et acteur aussi, puisque depuis hier soir, vous êtes sur scène pour sauver la princesse Europe. La première était donc à Milan et c'est le début d'une tournée qui va vous emmener dans 22 villes du continent et qui se terminera par 2 dates à Paris, à la veille du scrutin des élections européennes. Alors, comment vous avez été accueilli à Milan, en un mot? Honnêtement bien. Honnêtement bien. D'abord, il y avait beaucoup de monde. Et beaucoup de monde qui était j'ai l'impression, ils étaient soulagés. Voilà. Ils étaient soulagés d'abord que Macron soit rentré en campagne, il faut bien avouer, le matin même. Oui, la concomitance de votre tournée avec son entrée en campagne. Voilà, qui n'a pas été calculée, c'est tombé comme ça. Donc il y avait une espèce de grand soulagement à l'idée que la France arrivait, par le biais de la lettre de Macron qui a fait grand bruit. Donc la France a deux voix. Et puis l'arrivée comme ça, l'arrivée en post-scriptum, en petite musique de chambre le soir de Looking for Europe, je crois, ça a fait plaisir. Oui, parce que d'abord il y avait du monde, les gens avaient l'impression qu'ils étaient moins seuls. Je leur disais des choses qu'ils devaient savoir, mais c'est toujours bien quand on sait des trucs et puis qu'on se les dit entre soi et soi, puis quelqu'un vient de l'extérieur et vous les hurle sur une scène de théâtre, ça doit soulager, donc les gens étaient contents. C'est petite musique de chambre ou hurlement? J'étais plutôt, ça dépendait des moments, parce que c'est vrai, c'est un vrai texte politique, politique, articulé, écrit au millimètre. D'habitude j'improvise, mais là cette fois-ci je plaisante pas. En plus il y avait des sous-titres en italien, donc j'ai pas intérêt à sortir des rails une seconde. Donc il y avait des alternances, il y avait tantôt de la petite musique de chambre, et puis tantôt du hurlement sur Salvini, sur les triumvirats dans l'histoire romaine depuis César et l'Épide et Octave, etc. Et puis sur le syndicat des pompiers de Milan qui veut poursuivre Salvini pour port illégal d'uniforme. Mais justement, c'est que le fait de commencer par l'Italie, c'était parce que vous vouliez marquer quelque chose de très fort à l'endroit de Salvini? Oui, je voulais marquer quelque chose de très fort à l'endroit du laboratoire. Parce que moi, ma thèse, pas ma thèse, mon sentiment, mettons, c'est que pour la deuxième fois depuis 100 ans, l'Italie fait laboratoire. Laboratoire du pire, on est d'accord. Laboratoire du pire. Laboratoire de quelque chose qui a été vraiment le fascisme il y a 100 ans et qui est peut-être en train de le devenir. Pour la petite histoire, et ça j'ai commencé vraiment la pièce comme ça, hier soir, donc 5 mars, c'était le 100e anniversaire de la fondation officielle dans le marbre du parti fasciste italien, du premier parti fasciste. Donc voilà, tout ça. Et vous l'avez voulu comme ça? C'est-à-dire que vous aviez voulu... Je l'ai un peu voulu comme ça, oui. Il y avait la possibilité de plusieurs... De choisir une autre date, et vous avez... Ce parallèle vous a paru pertinent. Ce parallèle m'a paru... Je redoute qu'il soit pertinent. Oui, mais justement, vous craignez pas qu'il ne fallait pas en faire trop là-dessus, précisément, en agitant ce chiffon rouge? C'est toujours le risque, vous savez, mais quand un vice-premier ministre vous dit que les migrants qui ne se courent pas sur l'Aquarius, c'est comme son petit garçon quand il apprend à nager, que c'est pas plus grave, quand un autre, un de ses alliés dit que l'hitlérisme a fait des grandes recherches contre le cancer et que malheureusement elles ne sont pas publiées, quand un autre vous dit que il n'est pas de droite, non est dessiné à fascista, tout ça, voilà, je sais qu'il faut faire attention à ne pas donner trop d'importance, et je sais qu'il y a l'hypothèse que tout cela serait une gigantesque bouffonnerie politique, mais il y a aussi l'hypothèse que ça ne le soit pas. Vous savez, et vous prenez pas ce risque, c'est ça que vous dites? Je pense qu'il faut, il faut quand on fait mon métier à moi... C'est quoi votre métier? Là, c'est un métier de lanceur d'alerte. Voilà. Vous faites de la politique, là? Non, lanceur d'alerte, c'est pas... Oui, un petit peu, mais je trouve que je suis candidat à rien. Je suis la seule personne qui va faire campagne comme un malade pendant 2 mois, un peu plus, qui va me dépenser beaucoup sans être candidat ou quoi que ce soit. Je n'attends rien, je ne demande rien, je fais juste campagne. Bon, donc dans ces cas-là,
je crois il est bon, il est sain de faire l'hypothèse du pire, bien sûr. Alors il y en a un autre qui fait campagne, alors lui il est plus candidat, mais il est président de la République, donc c'est Emmanuel Macron. Vous avez entendu l'accueil qui a été réservé à sa tribune. On a dit au fond il est quand même un peu seul contre tous, notre président de la République. Vous avez ressenti ça comme ça ? On verra s'il est seul contre tous. Il est apparemment seul. Ça, c'est vrai qu'il y a plus aujourd'hui. C'est ça le problème. Il y a du monde autour de Marine Le Pen. Il y a du monde autour de Salvini. Il y a du monde autour d'Orban. Et puis d'abord, ils sont tous ensemble. Puis ils passent leur temps. Ils se passent le mistigris. Puis ils vont les uns chez les autres. Ils créent une agitation frénétique. Il y a une vraie petite internationale qui est en train de se mettre en place, avec des personnages bizarres, avec Steve Bannon, qui est un peu quand même émissaire officieux de Donald Trump, avec les Russes qui activent beaucoup tout ça, qui donnent de l'argent officiellement aux partis, etc. Et face à ça, oui. Il y a des voix qui sont un peu isolées. C'est vrai que Macron, il défend une ligne qui aujourd'hui, elle est réputée impopulaire. Ah, nous parle pas d'Europe, tu vas faire baisser l'audimat. Vous devez connaître ça sûrement dans vos journaux, vos chaînes de télévision. Progressisme, on veut pas en entendre parler. Société ouverte, attention, ça fait George Soros. Hein. Donc voilà, ça, c'est George Soros a parlé de ça après Popper et tout ça. Donc évidemment que sur le papier, il a l'air seul. On verra au mois de mai. Moi, je pense qu'il sera moins seul qu'on ne pense et qu'il va gagner ces élections. Il est à la hauteur ? Bien sûr qu'il est... il est à la hauteur. Deux, il est... C'est pas une évidence, hein. Mais pour moi, oui, parce qu'il est courageux. Et parce que, dès l'élection présidentielle, il a été un des rares hommes politiques, un des rares candidats à faire de l'Europe un drapeau. Deux choses. Il avait fait deux trucs courageux qui vont ressortir aujourd'hui et qui vont aujourd'hui lui être fatales ou au contraire le porter. Un, il a dit le libéralisme n'est pas un gros mot. Je suis un libéral. Attendez, depuis 40 ans, tous les hommes politiques français qui se sont risqués à ça se sont cassés la figure. Puis il a dit deuxième chose, je suis européen. C'est pas fréquent. Donc un homme politique qui a ce courage politique-là, je pense que c'est payant. Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu moins d'un an, vous étiez sur notre antenne et je vous avais demandé est-ce qu'avec Emmanuel Macron, c'est aussi bien qu'avec François Hollande ? Et vous aviez répondu ceci. Mais d'abord, on verra. On est à un an. On est trop tôt ? On est trop tôt. Vous savez que Chou En-lai, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française, 2 siècles après, il prenait un air très pénétré, il disait « Il est encore un peu tôt pour juger ». Là, c'est le moment de juger ou pas encore ? Oui, parce qu'il a connu l'épreuve du feu, oui, du feu jaune. L'épreuve, comme disait un écrivain que j'admire, Michel Léris, l'épreuve de la cornada, de la corne du taureau. Et c'est là qu'on juge en effet ces animaux-là, que sont les hommes politiques. C'est quand ils subissent la vraie épreuve, et il l'a surmonté, c'est-à-dire les gilets jaunes. Vous diriez qu'il a surmonté la crise des gilets jaunes ? Bien sûr. Il l'a surmonté pour 2 raisons. D'abord, il faut bien dire, parce que les gilets jaunes l'ont aidé à la surmonter. Ils se sont auto-consumés de l'intérieur, par leur sottise, par leur extrémisme, et quand ils n'étaient pas d'accord avec l'extrémisme, par leur incapacité à le dénoncer clairement. Mais par ailleurs, il a quand même eu une idée que je trouve assez brillante, qui est de répondre à l'interpellation des Gilets jaunes par le grand débat. C'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire « vous avez des choses à dire, allez-y. Vous avez des questions à poser, je vous écoute. J'ai un cap, mais compte tenu... à l'intérieur de ce cap, tout est possible. Et je suis demandeur. Et c'est vrai qu'il l'est. Il n'y a qu'à le voir dans les débats auxquels il participe lui-même. On sent bien que tout ça n'est pas du chiquet, qu'il y a quelque chose de vrai. C'est pas seulement un bon acteur, vous voulez dire ? C'est pas seulement un bon acteur. Même s'il est un bon acteur. Et c'est pas seulement un calculateur machiavélien. Et il y a chez lui, me semble-t-il, moi je le connais pas. Personnellement, j'ai dû le croiser une fois ou deux quand il m'avait invité à lui montrer la bataille de Mossoul et à son état-major, mais particulier. Mais je trouve, quand je le vois, que son goût du contact, comme il dit, c'est vrai, le sentiment qu'il y a de l'intelligence collective, il y croit.
Voilà, il croit à l'intelligence collective. Alors votre pièce c'est une croisade, hein, je le disais tout à l'heure, même si vous dites campagne maintenant pour ne pas marquer trop de l'empreinte religieuse ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais c'est une croisade contre les populismes. Philippe de Villiers était notre invité le 17 octobre et voici ce qu'il disait des populismes. Le populisme, c'est le cri de détresse des peuples qui ne veulent pas mourir. C'est beau, populiste. Moi, je suis populiste. Et donc, si c'est une lèpre, alors je suis lépreux. Les lépreux, au Moyen-Âge, ils avaient une crécelle pour prévenir. J'ai des pustules et je ne me soigne pas. Vous voyez, et pourtant, je me trouve normal. Et ce que je ne comprends pas, c'est que quand il est venu au Puy du Fou, quand on a eu ces conversations, il m'a dit « l'Europe, ça ne va pas du tout ». Le populisme, le peuple. Je pense qu'il a tort. Je pense que le populisme, c'est au contraire la mort des peuples. C'est la voie vers le déclin, donc vers la mort. Moi, je crois, comme lui et comme beaucoup, que dans chaque peuple, il y a une part de grandeur, bien sûr. Puis il y a aussi une tentation de la bassesse. Il y a les deux, dans tous les peuples du monde. Et puis il y a des circonstances. Aujourd'hui, la voie du populisme, la voie de la fermeture, la voie du non à l'Europe, je crois que c'est la voie de l'abaissement. Et c'est la voie de la petitesse pour les peuples. Et la seule manière de sauver, je crois, vraiment, ce qu'il y a de grand dans le peuple français, la seule façon de lui permettre de recommencer de faire l'histoire, la seule façon de l'aider, le peuple français, à résister aux grands empires qui s'annoncent, les Russes, les Chinois. C'était le sujet de votre livre, de votre dernier livre. La seule façon, c'est à l'intérieur, sur l'agora européenne, sur la nouvelle agora. C'est comme ça l'histoire. On peut pas rester. On n'est plus au temps de la démocratie athénienne où l'agora c'était la place d'Athènes. Et puis on n'est plus au temps du printemps des peuples au 19e où la seule agora possible, l'agora révolutionnaire, c'était l'État-nation. Aujourd'hui, l'agora où les peuples peuvent se faire entendre, et notamment quand ils ont en eux une part de grandeur comme le peuple français, c'est l'agora européenne. Vous avez remarqué que même Emmanuel Macron, le mot populiste, il ne l'emploie plus pour désigner ses adversaires. Il dit au fond, moi aussi je suis populiste. Ben, il a tort. Ça c'est une vraie erreur. Mais vous l'avez remarqué. Bien sûr, j'ai remarqué. Ben, ça c'est une erreur. Je crois qu'il faut, c'est un débat idéologique et politique majeur. Oui, mais est-ce qu'il faut montrer le camp du bien et le camp du mal? C'est-à-dire que vous êtes toujours dans le camp du bien, vous, Bernard-Henri Lévy. Non, c'est pas le camp du bien, c'est le camp du mal. C'est le camp... D'abord, il n'y a pas de camp du bien. Il y a peut-être un camp du mal. Mais s'il y a un camp du mal, il y a un camp du moindre mal. Et c'est ce camp-là auquel vous voulez appartenir? Moi, j'ai toujours, dans ma vie, appartenu au camp du moindre mal. Voilà. Et j'ai dû avoir une petite tentation marxiste-léniniste quand j'avais 16 ans et demi. Depuis ce temps-là, depuis que je suis guéri de cela, s'il appartient à un camp, c'est le camp du moindre mal. Et l'Europe, elle a tous les défauts du monde, elle est bureaucratique, elle n'est pas assez sociale, elle n'est pas assez politique, etc. Certes, mais par rapport à ce que nous propose Philippe de Villiers, il ne propose rien, le pauvre, enfin, c'est les gens qui l'admirent. Il sort un livre, là, vous avez vu. Voilà. Auquel il adhère par rapport à ce que eux proposent, c'est le camp du moindre mal. Oui, ça ne vous fait pas peur, au fond, d'employer des terminologies qui relèvent de la morale? C'est toujours dangereux, surtout dans les temps comme aujourd'hui. C'est surtout dans les temps comme aujourd'hui qu'il est important de faire un peu de morale, justement. Dans les temps comme aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a des gens qui n'hésitent pas à faire de l'anti-morale, c'est-à-dire qui n'hésitent pas à se vautrer dans la saloperie, dans l'antisémitisme pour certains, dans le racisme pour d'autres, et pour certains dans les deux à la fois. Ben oui, je crois qu'il est temps de refaire un peu de morale. Oui. Mais là, vous parlez de l'Europe, mais aussi de notre France et des Gilets jaunes, quand vous dites ça. Je parle de l'Italie, de la Hongrie, et je parle de la France, oui. Parce que vous avez employé le mot fascisme à propos des Gilets jaunes. Vous avez dit ça, que c'était un vecteur du fascisme. Je n'ai pas dit tout à fait ça. J'ai répondu à ceux qui sortent comme un argument d'autorité. Ah mais écoutez, c'est un mouvement social. Ah mais écoutez, c'est l'expression d'une souffrance populaire. J'ai répondu que c'est comme cela qu'on avait, sur cet argument-là, qu'on avait laissé passer tous les fascismes, qui ont tous été aussi des mouvements sociaux, qui ont tous exprimé, pour partie, bien sûr, un malaise, un mal-être, une souffrance, et qui sont tous arrivés au pouvoir, pas par des putschs, mais par la volonté populaire, en tout cas pour les grands fascismes du XXe siècle. Donc c'est ça que j'ai dit, c'est pas un argument. Le peuple n'est pas un argument. La souffrance n'est pas un argument.
Après, bien sûr qu'il faut s'en occuper. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser des gens dans un pays adulte vivre dans des conditions indécentes où vivent une grande partie de nos compatriotes. Mais ce n'est pas une absolution. Mais au nom de cela, casser la République, casser la tête des policiers, s'en prendre aux immigrés, comme certains l'ont fait à Calais, s'en prendre aux juifs, comme d'autres l'ont fait à Paris, s'en prendre aux gays, comme d'autres l'ont fait sur je ne sais quel rond-point, non, on n'a pas le droit d'absoudre sous prétexte qu'on souffre. En tout cas, on n'a pas le droit. Disons que le rôle des politiques, c'est à ça que ça sert, c'est justement de ne pas laisser n'importe quoi se dire au nom de la souffrance sociale. Alors un mot sur les GAFA, hein, ces fameux géants incontrôlés. Je ne sais pas si vous avez entendu François Bayrou, il était ce matin sur CNews. Écoute. Le moment que nous sommes en train de vivre, c'est le plus périlleux que nous ayons connu depuis 50 ans. Pour notre pays, pas seulement pour les grands principes de la planète, pour notre pays, pour nos intérêts. On est comme ça sous la menace de puissances qui veulent nous imposer leurs lois. De puissances dont on considérait hier qu'elles étaient de notre côté de la barrière. Monsieur Trump. Je parle, oui, évidemment j'évoque les États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette menace... Je ne le dirai pas sur ce ton ni comme ça, mais il y a deux choses. Si la menace c'est Trump, il faut qu'il se rassure, ça ne va pas durer. Au maximum, c'est 2 ans, peut-être moins. Bon, donc l'Amérique n'est pas devenue un ennemi. L'Amérique reste une grande démocratie et un grand pays allié. Quant aux GAFA, ça c'est un autre sujet. Mais moi je crois d'abord que les GAFA, eux, elles sont là pour durer, contrairement à Trump. Donc on en a pour beaucoup plus qu'un an et demi. On en a pour très très longtemps. On en a pour quelques siècles, probablement. Ou en tout cas le temps de nos vies, ça c'est sûr. Donc, il me semble que là, il y a deux choses à faire. Un, ce que fait Bruno Le Maire, c'est-à-dire les obliger à payer des impôts. Oui, mais enfin, il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'on le fait sans l'Europe. Vous avez bien vu qu'il l'a regretté assez. C'est à des choses comme ça que je pense quand je dis que l'Europe, c'est le moindre mal et que c'est pas le bien. Et puis je pense d'autre part qu'il faut travailler avec eux. C'est-à-dire qu'il faut, avec certains d'entre eux, d'abord, il n'y a pas les GAFA. C'est pas la même chose. Twitter, par exemple, c'est pas Google. C'est pour ça que vous êtes allé, vous étiez invité par Google Europe à un séminaire sur le déclin de la vérité, la montée des fake news. Premièrement, et les moyens de l'enrayer. J'étais récemment à San Francisco sur le campus de Google, à Mountain View, où j'ai eu en effet, où j'ai donné mon avis sur tout ça devant les ingénieurs de Google. Donc vous pensez qu'il faut en passer par eux et qui sont leurs propres solutions? Écoutez, en passer par eux, en tout cas, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on peut, comme je le fais dans mon livre, vitupérer contre les GAFA, dire qu'ils ont tué ce qui restait de la croyance à la vérité, dire que l'idée de cette équivalence des opinions dans laquelle ils nous font vivre est insupportable, dire qu'ils nous font revenir au temps de la sophistique grecque. Tout ça, je le dis et je dis. Mais après, si on veut réparer tout ça, c'est en effet avec eux. C'est en tout cas avec ceux d'entre eux, et je sais qu'il y en a, qui sont de bonne volonté et qui sont prêts à faire cet effort-là. Eh bien, à présent, j'accueille l'éditorialiste Nicolas Domnac pour les questions en plus. Bonsoir. Bonsoir Anna Cabana, bonsoir Bernard-Henri Lévy. Je voulais avoir quelques précisions du lanceur d'alerte que vous êtes. D'abord, vous avez beaucoup parlé d'Italie, là, mais est-ce que notre véritable adversaire, ce ne serait pas Viktor Orban, plutôt qui est plus idéologue et qui conçoit au fond l'autre Europe anti-immigrée, antisémite, etc. Bien sûr. Vous savez, les campagnes dans les rues de Budapest contre George Soros, par exemple, rappellent jusque dans leur esthétique et dans leur rhétorique les grandes campagnes, enfin les énormes campagnes antisémites des années 30. C'est vrai. Donc, après, dire qu'il est le parrain de tout ça, c'est possible. Mais enfin, l'Italie, berceau de l'Europe, le lieu où a été signé le traité de Rome, etc., gagné par la maladie orbanienne, c'est quand même très inquiétant.
D'accord. Et alors, comme je sais que votre radar est largement ouvert, l'Algérie, 2 mots, vous voyez l'évolution de ce qui s'y passe de manière positive, inquiète, voire angoissée? Inquiète, forcément. Quand un peuple est dans la rue pour de bonnes raisons face à une dictature, on est toujours inquiet. Face à une dictature, il faut être inquiet. N'empêche que je trouve ces gens incroyablement courageux. Voilà. Et alors, est-ce que ce sera un printemps algérien? On verra. Alors, il y a une des tensions qui n'intéresse absolument pas les Français, mais je sais que vous connaissez ces pays-là. Ce qui se passe entre le Pakistan et l'Inde, ça a de quoi nous préoccuper, puisque 2 pays nucléaires qui ont la force nucléaire, etc. Oui, 2 pays qui ont la force nucléaire, avec une différence entre les deux, qui est celle qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on parle de pays nucléaires, c'est qu'il y en a un qui est tout de même une démocratie, l'Inde, même si c'est une démocratie imparfaite, etc. Et il y en a un autre, alors que je connais vraiment bien, qui est le Pakistan, où j'ai passé une longue saison à l'époque où j'enquêtais sur la mort du journaliste américain Daniel Pearl, qui est un pays effrayant. Qui est entre les mains de ses services secrets, qui est le véritable endroit où Al-Qaïda est né. Le premier groupe islamiste avant Daesh, c'était son berceau. C'était une série de... On le dit pas assez. Le premier Al-Qaïda, c'était une fédération de groupes djihadistes pakistanais. Lesquels groupes djihadistes pakistanais n'étaient pas juste des loups solitaires dans la nature, ils étaient instrumentalisés, ils étaient façonnés, industrialisés par les services secrets pakistanais. Donc là, en effet, il y a de quoi se faire du souci. Et je crois qu'il faut soutenir l'Inde. Une dernière mini-question. Ça va être mini, mais en même temps, c'est immense. Alors, pardon, maintenant que le cadavre socialiste est vraiment à la renverse, est-ce qu'on peut attendre que renaisse quelque chose? Par exemple, Laurent Berger et Nicolas Hulot ensemble, ça vous donne un petit motif d'espoir qu'il se passerait de ce côté-là quelque chose? En tout cas, chaque fois que j'entends Laurent Berger, ces derniers temps, j'ai un motif d'espoir. Voilà, moi je dirais ça. Pendant la crise des Gilets jaunes, sa voix est de celles rares qui donnaient le sentiment qu'il y avait dans ce pays des femmes et des hommes qui cherchaient une voix de sagesse, de sagesse et de courage. Laurent Berger, c'est sûr. Nicolas Hulot, je suis moins certain. Et maintenant, Bernard-Henri Lévy, on en arrive à une séquence qu'on aime bien dans cette émission. On est allé vous chercher sur la toile. Et on a trouvé un tweet publié par Alexandre Dumont, le manager artistique d'Ariel Dombal, quelques jours après la mort de Karl Lagerfeld. Dans ce tweet, il partage l'extrait d'une interview qu'avait donnée le couturier en 79, où il parlait de vous. Alors, il disait, je le cite, à propos de vous, « Il soigne très bien son image, il est très beau, assez élégant. J'aime assez qu'on donne de l'intellectuel une autre image que celle débraillée du souillon des 50s. » Eh oui. Je ne connaissais pas ça. 1979, vous voyez, il y a 40 ans. Ouais. Bon. Ça c'est un beau compliment. Oui, ça me fait plaisir, oui, parce que je connaissais pas Lagerfeld, je connaissais Guerre, mais j'ai été ému par sa mort, donc ça me fait plaisir, oui. Et quand on est un intellectuel, il faut aussi soigner l'apparence. Je crois qu'il faut toujours soigner l'apparence. Tant qu'on est vivant, on est un mélange instable d'être profond et d'apparence, voilà. Et les deux sont assez indissociables, bien sûr, je crois. Alors pour terminer, vous allez avoir droit à notre boîte, Bernard-Henri Lévy. Alors je vous invite à piocher. C'est pas une mise en boîte, donc c'est une prise dans la boîte. Ça dépendra de vous, Un ou deux. Est-ce que j'ai droit à combien d'essais? Vous devez répondre à toutes les questions que vous piochez. Le bruit ou le silence? C'est-à-dire, quelle est la question? Et vous choisissez le bruit ou le silence? Je choisis... Écoutez, la réponse facile, ce serait le silence. Je vais vous dire la vérité, je choisis quand même le bruit. Je crois que c'est Bernanos qui parlait du... Il me semble, j'ai peur de me tromper, mais je me demande si ce n'est pas lui qui disait qu'il aimait écrire dans des lieux où il entendait le bruit de la voix humaine. Voilà. Faut lancer les fact-checking, mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, moi,
je suis de cela. J'aime le bruit de la voix humaine. J'aime le bruit des villes. J'aime aussi le bruit de la nature, quoique moins. Et vous aimez faire du bruit aussi, tant qu'à faire. Et il m'arrive d'aimer faire du bruit. Et je pense que le silence des espaces infinis, alors pour le coup, ça c'est de Pascal, est assez terrifiant. Une dernière pour la route, où vous ferez une très courte réponse. Ah, alors on a droit à deux. Mais oui, Bon, minuscule réponse. Alors, drapeau blanc ou chemise blanche? Écoutez, je me suis si souvent servi de ma chemise blanche comme d'un drapeau blanc dans des lieux où en effet les hommes s'entre-déchiraient. Eh bien, merci Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que vous êtes sur scène dans toute l'Europe jusqu'au 21 mai. Nicolas, je vous garde avec moi. L'historien Fabrice d'Almeida va nous rejoindre pour la conversation. À tout de suite.